Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Diagnostic. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle thématique médicale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose. Pendant des années, beaucoup de femmes, on leur a dit que c'est normal d'avoir mal. C'est normal de souffrir de menstruations douloureuses. Normal de rester dans le silence. Mais aujourd'hui, on le sait, ce n'est pas normal. Alors l'endométriose est une maladie gynécologique qui reste encore méconnue par beaucoup de personnes, souvent diagnostiquée tardivement et qui touche des millions de femmes dans le monde. Elle impacte le corps, mais aussi la vie sociale, professionnelle et émotionnelle. Alors, quels sont les signes de cette maladie? Pourquoi ce retard diagnostique? Et justement, pourquoi est-ce qu'il existe des traitements et comment mieux vivre avec cette maladie? Nous allons décrypter tout ça avec nos invités que nous avons le plaisir de recevoir. Docteur Bousnan Imen, vous êtes maître assistante en gynécologie à l'hôpital Bab El-Oued. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai aussi le plaisir de recevoir Madame Bouchaïr Amina. Vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital des Grands Brûlés à Zeralda. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aussi, j'ai le plaisir de recevoir Dr Talmat Amar Doria. Vous êtes médecin généraliste à l'hôpital de Kouba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, contente d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre médecin chroniqueuse, Dr Abdelmoumen Sarah, est au rendez-vous comme chaque semaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir docteur, merci. Alors le diagnostic d'endométriose a tout souvent été synonyme d'attente, de souffrance et aussi parfois de chirurgie. Une nouvelle ère entre en jeu. Le diagnostic va être plus précoce, le traitement plus ciblé. Donc, qu'est-ce qui a réellement changé? Vous allez découvrir tout cela durant ma chronique. Oui, alors nous allons aussi à la fin de notre émission répondre aux questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Pour commencer notre thématique aujourd'hui, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Naïma Loualish, donc sur l'endométriose. Souvent diagnostiquée sur le tard, l'endométriose est une maladie exclusivement féminine qui, dans un passé lointain, fut littéralement incomprise, si bien que l'on considérait toute femme qui se tordait de douleur suite à cette pathologie liée au dysménorrhée presque comme une aliénée. Il faut savoir que depuis longtemps, la santé de la femme elle a été négligée. À l'Antiquité, on la prenait pour une crise d'hystérie. Elle a été prise pour une maladie mentale. Puis, en 1800, on a commencé à chercher. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce problème? Et c'est le docteur donc Rokitansky qui a pour la première fois objectivé anatomopathologiquement l'endométriose. Sa prise en charge a par la suite a évolué d'année en année. Aujourd'hui, d'ailleurs, sa prise en charge elle est assez bien codifiée. On a des études récentes et la science n'arrête pas d'évoluer. Véritable problème de santé publique, l'endométriose, qui est souvent tue pour cause de tabou, frappe une femme sur 10 à tout âge. En Algérie, on a 2 millions de femmes algériennes atteintes d'endométriose. Elle est incriminée dans 40% des cas d'infertilité. Le diagnostic de l'endométriose est difficilement diagnostiqué. Pourquoi? Déjà l'âge de l'apparition de la maladie, dès que la puberté jusqu'à la ménopause. Au début, donc on trouvera donc une petite jeune fille avec un cycle très douloureux, donc sans oublier la notion de tabou. Donc elle ne parle pas à sa maman, elle ne dit pas que j'ai des douleurs atroces, etc. Et c'est pour cette raison, donc elle prend le lit, elle ne mange pas, elle ne part pas à l'école, dans le problème d'absentéisme. Et des fois, elle consulte et des fois, elle ne consulte pas. Une jeune fille, elle part à la gynécologue. Pour eux, ce n'est pas évident. Le problème, c'est que même l'évolution de la maladie, elle prend du temps. Donc, elle s'étend sur 6 à 7 ans. Parfois, on fait l'échographie et on ne trouvera rien. Donc, c'est pour ça on ne peut pas poser le diagnostic directement. Actuellement, la prise en charge elle sera surtout symptomatologique et hélas, il n'y a pas de traitement curateur. On aura recours à des antalgiques, que ce soit des EANS ou du Doliprane. On pourra avoir aussi recours à une contraception, que ce soit donc, dans un cadre de contraception, donc si elle est donc une contraception est désirée, ou bien on cherchera
à essayer de stabiliser les lésions d'endométriose par ce traitement hormonal qui sera la contraception. On peut indiquer des oestroprogestatifs, on peut indiquer les macroprogestatifs, on peut aussi indiquer, en cas d'endométriose intra-utérine, donc qui est l'adénomiose, on pourra aussi indiquer un dispositif intra-utérin à progestérone qui sera le Mirena. On conseille aux malades de ne pas avoir honte de leurs règles, de ne pas avoir honte de souffrir. Il faudra parler au plus tôt, donc consulter. Maladie chronique avec des douleurs sévères, voici le témoignage d'une patiente. j'avais pas باش نرفد داويت وكلش ما قدرتش نرفد صافي 3 ans ملي تزوجت باش نرفد ما قدرتش نرفد قعدت باش نسويفي عند دكتور سيدي عطاتني دي ميديكامون عطاتني لي سكانير عطاتني لي باش نديرهم انا ça n'a rien donné جريت باش نرفد ما قالت لي impossible madame j'avais les douleurs après elle m'a donné des médicaments كي شربت هذيك الدواء كلش حبسوا لي دولار الحمد لله عاودت وليت عند طبيبه صاب لي ليكو اللي عاودت لي ليكو كلش قالت لي راكي تو فا بيان. En l'absence de traitement radical, les femmes doivent sortir du silence en témoignant sans tabou sur une pathologie douloureuse certes, mais pas fatale, d'autant que des soins individualisés sont de plus en plus mis en poids. C'était un reportage signé Naïma Loualish sur l'endométriose, cette maladie gynécologique et inflammatoire chronique qui touche 10% des femmes de la population mondiale. Donc nous allons commencer par comprendre cette maladie. Alors avec vous, docteur Bousnan, qu'est-ce que l'endométriose? Donc l'endométriose, en fait, c'est une maladie chronique inflammatoire. Oui. Donc pour bien définir cette maladie, donc c'est la présence de tissus de l'utérus, spécialement l'endomètre, dans d'autres localisations dans le ventre et plus rarement d'autres organes. Oui. Donc c'est la présence de ces cellules qui font qui vont faire des douleurs, qui vont donner des douleurs lors justement des... C'est ça. En fait, pour toutes les femmes, il y a lors des règles, il y a un reflux de ce sang dans le ventre. Oui. Et normalement, il y a un mécanisme qui fait que ce sang disparaît. Mais chez les femmes endométriosiques, il y a si on peut dire, un système de nettoyage qui fait que ce sang reste là. Et il y aura une réaction inflammatoire et l'apparition des lésions, allant des lésions superficielles jusqu'aux lésions profondes, les lésions ovariennes, et voilà, c'est ça. Donc, d'après le nom d'endométriose, c'est que déjà l'endomètre, c'est une des muqueuses de l'utérus, donc qui tapisse on va dire l'utérus, et donc ça donne justement une inflammation au niveau de cette paroi. Oui. Et cette paroi, elle peut justement, il y a des cellules qui peuvent se déplacer, soit au niveau du ventre ou parfois même des organes. Par exemple, quel organe? Le poumon, par exemple, parce que des fois même dans le nez. Oui. Donc, mais c'est très très rare. Le tube digestif aussi? Rarement, vraiment rarement. Le tube digestif, en fait, c'est pas la même chose. Le tube digestif, il y a l'endométriose, il y a les nodules endométriosiques qui sont sur le rectum, sur les intestins. Oui. Et là... Ça donne des douleurs chroniques. Voilà. Et justement, cette pathologie qui est l'endométriose, elle se manifeste par des douleurs chroniques. Parfois, il y a des femmes, on leur dit justement c'est normal d'avoir mal pendant ces menstruations ou ces règles, alors que ce n'est pas normal. Et généralement, c'est des femmes qui ne consultent pas. Il y a un retard diagnostique. Soit c'est la femme qui ne consulte pas, soit c'est aussi, il y a des médecins qui vont banaliser ces symptômes, alors qu'aujourd'hui, cette maladie, elle est de plus en plus... On en parle de plus en plus et aussi elle est de plus en plus diagnostiquée. Alors, docteur Talmat, vous en tant que généraliste, donc, quels sont les premiers signes qui doivent alerter une femme et justement à partir de quel moment faut-il consulter? Oui, alors le premier signe, bien sûr, c'est la douleur. Très souvent, ce sont des douleurs de règles très intenses qu'on appelle les dysménorrhées sévères. Mais aussi, on peut retrouver des douleurs pelviennes chroniques qui sont en dehors des règles. Ces douleurs peuvent être accompagnées d'une sensation de vertige ou même les patientes peuvent faire des malaises. Mais pas que ça, hein. Il y a une multitude de symptômes autres que la douleur, où on peut retrouver des troubles digestifs, où on a des ballonnements,
ballonnements, on peut retrouver de la constipation, de la diarrhée, même une douleur à la défécation, ce qui veut dire voilà, la patiente a mal. Aussi, on a une symptomatologie urinaire. La symptomatologie urinaire, on retrouve une envie fréquente et urgente d'aller uriner. Ça peut aussi être des brûlures urinaires ou une dysurie, c'est-à-dire des difficultés à uriner. Généralement, ces symptômes sont de façon cyclique et on retrouve même des fois certains patients parlent d'une asthénie chronique qui est là. Une fatigue. Une fatigue, voilà, exactement une fatigue. Alors, consulter quand c'est beaucoup plus quand la douleur devient anormale, devient handicapante, où on retrouve un absentéisme soit à l'école ou au niveau du travail. Aussi quand la douleur nous empêche d'avoir une vie sociale normale, avoir une activité physique ou autre. Et surtout, c'est des douleurs qui vont pas être soulagées par un traitement habituel comme le paracétamol. Là, il faut consulter. Justement. Donc, il y a aussi des douleurs chez les femmes mariées lors des rapports, par exemple. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est parmi les symptômes qui doivent inciter la femme à consulter. Oui, oui, exactement. Oui. Donc aussi sur le plan psychologique, cette maladie, justement, elle impacte le mental. Elle a dit, Dr Talmat, que les femmes, elles vont souffrir de douleurs qui vont les obliger soit à s'absenter du travail ou de l'école chez les jeunes filles. Justement, donc sur le plan psychologique, ça donne une dépression, une anxiété. Et Madame, justement, Bouchaïr, on va dire sur le plan psychologique, quel est l'impact de ces douleurs chroniques sur les patientes et comment cela influence leur quotidien? Donc, comme on l'a déjà dit, l'endométriose est une maladie courante chez les femmes en âge de procréer, donc de 13-14 ans jusqu'à la périménopause ou la ménopause. Donc, cette maladie, elle a une influence directe sur le vécu psychologique de ces patientes, que ce soit la dimension professionnelle, familiale, relationnelle et surtout intime. Donc, chez la jeune fille, on peut retrouver déjà un retrait. Dans les familles, on ne parle pas beaucoup de la sexualité de la jeune fille. Les mamans commencent maintenant à expliquer à leurs filles depuis la puberté l'apparition des règles et que c'est un mécanisme corporel très normal, mais on ne parle pas des pathologies. Oui. La jeune fille est censée aller à l'école, avoir une féminité normale et lorsqu'elle a des règles très douloureuses, on lui dit que c'est normal. Donc ça reste toujours un tabou d'aller consulter un gynécologue parce que son corps et c'est l'éclosion de la féminité chez la jeune fille. Oui. Donc il y a le refus de parler, le retrait qui soit scolaire, familial ou amical. Et quand les douleurs persistent ou deviennent invalidantes, parce qu'il faut le dire selon les dires de ces patientes, ce sont des douleurs vraiment destructrices qui ressemblent à un accouchement un accouchement très douloureux sans péridurale. Donc c'est vraiment insupportable. Et quand souvent la maman qui prend en charge son enfant, oui, elle l'emmène vers le gynécologue et là, le diagnostic est tombé. Donc, on peut remarquer plusieurs réactions. Déjà, dans notre société, on est éduqué, on est élevé dans la tradition du secret, c'est-à-dire que c'est vraiment honteux de parler de ça, de peur de ne pas trouver de partenaire conjugal plus tard. Donc, ça reste... Il ne faut pas dire qu'on est atteint d'une maladie qui risque de mettre en danger la fertilité et la vie sexuelle en général. Justement. Donc, cette jeune fille pourrait vivre un isolement, un recroquevillement même. Il y a beaucoup de préjugés dans la société aussi. Beaucoup de préjugés. Déjà, on ne parle pas du corps de la femme, on ne parle pas des syndromes menstruels. En tout cas, pas devant... Ça reste tabou encore dans notre société. Ça reste tabou et encore moins des pathologies qui pourraient toucher l'appareil génital féminin qu'est l'utérus, porteur de... C'est la matrice qui est censée, qui symboliquement est porteur d'une énergie émotionnelle très intense, devient porteur de douleur et de souffrance et d'invalidité. Tout à fait. Voilà. Donc c'est des douleurs qui vont impacter l'état psychologique de la patiente. Non seulement elle va vivre ces douleurs d'une manière très difficile parce que c'est quand même une souffrance et aussi le regard des autres, accepter la maladie, réfléchir par la suite par rapport à la vie conjugale. Donc tout ça, c'est un fardeau pour la patiente. Pour la patiente, qu'elle soit jeune fille
ou mariée. Déjà, quand le diagnostic est là, c'est une sorte de délivrance pour la patiente parce qu'au moins, elle sait qu'est-ce qu'elle a. Elle sort de l'errance médicale dans laquelle elle se retrouvait parce qu'on l'associait souvent à des règles douloureuses. Voilà. Mais quand le diagnostic est là, la patiente, au moins, elle arrive à se situer. Et là commence un processus de guérison qui devient très lent et avec des alternances entre refus et acceptation et dépasser toutes les étapes du deuil qui peut, c'est-à-dire ça peut prendre toute une vie chez cette patiente. Oui. Alors justement, il y a cette maladie elle reste encore diagnostiquée tardivement. Parfois, le diagnostic prend des années et il y a plusieurs problèmes par rapport à ça, par rapport au retard diagnostique. Donc, docteur Bousnan, pourquoi il y a ce retard diagnostique? Est-ce que c'est en rapport avec c'est la patiente qui ne consulte pas ou il y a aussi plusieurs facteurs en fait. Bon, déjà le délai de diagnostic de l'endométriose dans le monde est entre 7 à 10 ans. Oui. Donc premièrement, c'est le polymorphisme clinique de la maladie. Donc les symptômes peuvent être gynécologiques, les douleurs, les dysménorrhées, les dyspareunies et peut-être aussi digestifs ou urinaires. Donc qui risquent d'être pris pour une autre pathologie. La deuxième des choses, c'est la normalisation de la douleur, que ce soit par la patiente elle-même ou bien même par le personnel soignant. Oui. Et comme elle a dit la psychologue, c'est le tabou autour des menstruations. Il y a des femmes qui souffrent en silence pendant des années. Oui. Et en fait, entre la dysménorrhée normale et la dysménorrhée qui peut cacher une endométriose, en fait, c'est des nuances. C'est l'impact sur la vie sociale, c'est l'absentéisme, c'est tout ça qui oriente vers l'endométriose. Et en fait, il y a le facteur le plus important, c'est qu'il n'y a pas de parallélisme entre la clinique et la sévérité de la maladie. Oui, c'est ça. Donc peut-être une endométriose superficielle qui fait gravement mal et la femme, elle a des problèmes d'infertilité et d'autres, elle a des lésions profonde et ovarienne, mais après, elle est pas si symptomatique, elle fait des grossesses normales et des fois, on pose le diagnostic lors, par exemple, d'une césarienne et on trouve des lésions endométriosiques. Oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un retard de diagnostic. Et les douleurs, généralement, c'est pendant la période des règles ou en dehors? Principalement, c'est une dysménorrhée. Mais il y a la douleur pelvienne chronique. Oui. C'est peut-être là aussi. La femme, elle peut garder des douleurs chroniques voilà. invalidantes. Mais principalement, c'est la dysménorrhée. Tout à fait. Alors, justement, par rapport à ces douleurs, docteur Abdelmoumen, vous êtes dans un service de la gestion ou un service antidouleur. Donc, vous recevez beaucoup de patientes qui souffrent d'endométriose par rapport à la gestion de la douleur. Et justement, pourquoi les douleurs endométriosiques restent encore mal comprises? C'est toute la complexité de l'endométriose. C'est une douleur, on a bien compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas une simple inflammation, l'endométriose. Alors, c'est une douleur chronique, multifactorielle, avec deux composantes majeures. La première, c'est la douleur inflammatoire due aux lésions, mais aussi la douleur neurologique due à une hypersensibilité du système nerveux. Donc, c'est une douleur mixte. Sa prise en charge est encore plus difficile. Donc, l'hypersensibilité du système nerveux va donner quoi? Une douleur plus intense, plus diffuse et surtout, comme l'a dit notre gynéco, elle n'est pas corrélée aux lésions. Des lésions minimes peuvent donner de grandes douleurs et pas toujours localisées au niveau des lésions. Donc c'est pour ça qu'on a des patientes qui ont des souffrances atroces avec des lésions minimes. Et au-delà de ça, l'impact, comme l'a dit notre psychologue, la douleur n'est pas que physique. C'est une maladie qui va affecter profondément la vie intime, la vie professionnelle et surtout la santé mentale. La douleur n'est pas que physique chez ces patientes, surtout qu'elles ont erré plusieurs années pour avoir ce qu'on appelle le diagnostic. Des fois, savoir qu'on est malade déjà est un soulagement parce qu'elles ont erré des années sans savoir ce qu'elles avaient. C'est toute la complexité de cette douleur. C'est une douleur mixte qui regroupe plusieurs paramètres, d'où la nécessité d'une prise en charge
charge globale, psychologique, nutritionnelle et de la douleur symptôme aussi. Bien sûr, donc médical, psychologique et nutritionnel. Changer le mode de vie aussi joue un rôle très important dans la prise en charge de l'endométriose. Le médecin généraliste joue un rôle aussi, on va dire, crucial dans le diagnostic ou le dépistage de cette maladie, parce qu'aux urgences, les généralistes ils vont recevoir des patientes pour des dysménorrhées et donc c'est à eux d'orienter la patiente par la suite chez un gynécologue pour se faire diagnostiquer de cette maladie. Donc, docteur Talmat, vous, dans votre pratique courante, vous recevez, j'imagine, ces patientes. Donc, comment vous faites pour diagnostiquer, dépister et orienter ces patientes? Oui, effectivement. Alors, le médecin généraliste a un rôle central dans le dépistage de l'endométriose parce que très souvent, il est le premier point de contact. Oui. Il va jouer le premier rôle, en fait, c'est vraiment l'écoute et ne pas banaliser la plainte de la patiente. Et aussi, il faut savoir reconnaître les signes évocateurs de l'endométriose. Aux urgences, la première des choses, c'est vraiment éliminer les urgences, ne pas passer à côté d'une complication d'appendicite aiguë ou même colique néphrétique. Ça peut être une grossesse extra-utérine, voilà, ou ça peut être aussi une complication d'un fibrome. Bien sûr, on va éliminer cela, nous, avec une écho ou une TDM abdomino-pelvienne. Un scanner. Voilà, exactement. Et surtout, le médecin généraliste va jouer un rôle dans la première prise en charge de la douleur. C'est-à-dire, c'est soulager cette douleur, être à l'écoute et expliquer en fait. Prendre le temps d'interroger la patiente aussi par rapport à ses douleurs. Très important, très important. Et puis orienter au bon moment. Au bon moment, la patiente vers le spécialiste, généralement bien sûr, c'est le gynéco. L'objectif, c'est vraiment, c'est vraiment diminuer le retard de diagnostic. Tout à fait. Donc, ne pas banaliser ou normaliser une douleur. Ce n'est pas normal de souffrir ou de sentir des douleurs, surtout très importantes lors des menstruations. Donc, le rôle du médecin, c'est d'être à l'écoute des patientes, justement, et les orienter au bon moment s'il s'agit vraiment d'une suspicion d'une endométriose. Donc, Madame Bouchahir, comment les femmes vivent-elles le fait de ne pas être prises au sérieux par le personnel médical pendant des années et quelles en sont les conséquences psychologiques? Les femmes qui ont été diagnostiquées d'avoir l'endométriose peuvent vivre aussi dans un entourage immédiat, familial surtout, où on les traite d'hypocondriaques, c'est-à-dire qu'elles inventent des maladies, que ce n'est pas normal d'avoir aussi mal. Elles le vivent avec une anxiété souvent anticipatoire, c'est-à-dire qu'avant déjà l'arrivée des règles, elles ont peur, elles appréhendent d'aller vers tel ou tel endroit. Retrait social, refus d'aller dans des événements, même familiaux, ou très importants. Donc, la malade, ça peut mener vers des dépressions, même chroniques, des idées noires, voire même des idées suicidaires à cause des a priori que la société lui inflige. Oui. Donc, le vécu de ces femmes pourrait être terrible parce qu'il est permanent. On ne sait pas si on va s'en sortir ou pas. Il y a le sentiment d'injustice, c'est-à-dire ce fameux « pourquoi moi ?» Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi à tel ou tel moment de ma vie? Le sentiment d'être incomprise, le sentiment d'être rejetée et aussi et surtout la peur de ne pas être féconde, surtout pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Donc c'est une peur qui pourrait les accompagner tout au long de ce processus de guérison, même si on le sait, l'endométriose n'empêche pas des femmes d'être enceintes et d'avoir des enfants. Donc, ce sont des angoisses très installées dans l'appareil psychique féminin et parfois même chez les malades très vulnérables auparavant, des angoisses de mort parce qu'on a peur que l'endométriose n'entraîne d'autres chutes ou d'autres maladies.
maladie. Tout Voilà. à fait. Donc, c'est des femmes qui vont s'isoler avec le temps. C'est des femmes qui sont seules face à cette maladie. Surtout qu'il n'y a pas de communication. Ça reste encore tabou de parler de ça. Donc, aujourd'hui, on est là pour expliquer ce problème. Et parfois, ces patientes, même si elles ne sont pas tout le temps seules, mais elles se sentent dans l'obligation de réexpliquer, de justifier à chaque interlocuteur, même à son médecin. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son médecin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaît la maladie, qui connaît ce que cela inflige, pour être dans une écoute vraiment bienveillante et attentive. Tout Voilà. à fait. Alors, justement, docteur Bousnan, aujourd'hui, on diagnostique l'endométriose suite à l'interrogatoire face à des symptômes cliniques, mais il existe aussi des examens complémentaires. Et quels sont ces examens? Donc, le premier examen, c'est l'échographie. C'est Oui. l'examen qui coûte pas cher et qui peut nous donner pas mal d'informations. Oui. Donc, on peut faire une échographie en premier temps pour chercher des lésions endométriosiques. Si l'échographie est normale, on passe à l'IRM. Et il faut aussi noter que même l'IRM, une IRM normale n'élimine pas une endométriose parce que Oui. des fois, les lésions, elles sont toutes petites, que l'IRM échappe. Oui. En troisième lieu, il y a la célioscopie ou bien le diagnostic histologique. Mais là, vraiment, on ne demande pas une exploration chirurgicale pour poser le diagnostic d'une endométriose. Oui. Après, il y a actuellement un test qui est en évaluation, ce qu'on appelle le test salivaire de l'endométriose. Oui. C'est un petit test salivaire, comme son nom l'indique, et qui cherche ou bien qui détecte la RNM de ces patientes endométriosiques qui a des particularités. Donc c'est un nouveau test C'est un nouveau test en cours d'évaluation. d'évaluation. Voilà. Oui. Son rôle principal, c'est justement quand la femme est symptomatique Oui. et l'imagerie est normale. C'est là le rôle de ce test pour détecter ces patientes et bien sûr les traiter aussitôt et prévenir, c'est-à-dire d'avoir des lésions endométriosiques très importantes. Et aussi, comme elle a dit notre collègue, c'est la douleur parce qu'en fait, la douleur centrale, bien la sensitivation centrale, il ne faut pas arriver à ce stade de douleur. Oui. Parce que c'est là, c'est des douleurs Neurologiques. neurologiques. C'est une anomalie dans le mécanisme de la douleur. Et le traitement, il est très difficile, même avec des antalgiques très puissants comme les morphiniques, et on n'arrive pas à gérer cette douleur. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment poser le diagnostic très tôt. Très bien. Voilà. Donc c'est important de diagnostiquer cette maladie très tôt pour offrir à ces patientes une meilleure qualité de vie et surtout pour éviter ces douleurs chroniques. Alors, docteur Talmat, donc, il existe des maladies avec lesquelles on peut confondre l'endométriose. Quelles sont ces maladies? Oui, plusieurs mêmes maladies. Notamment, on retrouve le syndrome de l'intestin irritable où on a la même symptomatologie digestive. On peut confondre avec. Aussi, l'endométriose peut être prise en étant des infections urinaires à répétition. Aussi, ça peut être, sur le plan gynécologique, ça peut être confondu à tort avec des infections même pelviennes. Et surtout, on a tendance à minimiser la plainte de la patiente et dire que ça vient du côté psychologique et que les symptômes sont vraiment d'origine anxieuse. Oui. Voilà. Donc c'est des diagnostics différentiels avec l'endométriose. Oui, ils peuvent soit, on va dire, nous orienter vers d'autres maladies alors que la patiente elle a déjà l'endométriose, ou au contraire, on va penser à une endométriose alors qu'il s'agit d'une autre maladie. Donc c'est très important de faire la part des choses entre l'endométriose et les diagnostics différentiels. Alors, docteur Bousnan, donc, est-ce que l'endométriose peut affecter la fertilité? Parce que cette question, elle revient souvent. Oui, l'endométriose est parmi les principales causes de l'infertilité. Oui. Mais c'est dans 30 à 40% des cas. Oui. Donc, plus de la moitié des patientes qui ont de l'endométriose ne sont pas infertiles, ils n'ont pas de problème d'infertilité. Après, pour les 40%, c'est une infertilité qui a multiples mécanismes. C'est-à-dire pas seulement l'endométriose en elle-même, c'est l'endométriose comme étant une maladie inflammatoire qui va affecter
et l'anatomie génitale de la femme et aussi le mécanisme lui-même de l'ovulation, la qualité des ovules et tout. Oui. Donc oui, l'endométriose peut affecter la fertilité de la femme, mais pas toutes les femmes, bien sûr. Il y a certaines femmes et en plus, il faut dire qu'il y a des solutions. Oui. Il y a des Donc, elles peuvent solutions être accompagnées exactement dans un parcours adressées de en PMA. AMP et tout. Donc elles seront prises en charge. Très Voilà. bien. Donc, c'est un message d'espoir pour les femmes atteintes ou souffrant d'endométriose que, certes, ça peut affecter la fertilité, mais plus de la moitié des patientes n'ont pas ce problème. Et même ceux qui souffrent de ce problème, elles peuvent être accompagnées et être suivies dans un parcours de PMA, c'est-à-dire que le couple va suivre des directives des médecins, des médicaments. C'est tout un parcours, justement, pour les aider à avoir des enfants. Donc, Madame Bouchaïb, comment accompagner une patiente au moment déjà de l'annonce du diagnostic et surtout comment l'aider pour mieux vivre avec cette endométriose dans le couple, parce que ça peut donner justement une incompréhension dans le couple avec tous les symptômes que cette maladie peut donner. On accompagne ces patientes-là en les écoutant, en les accueillant, en leur expliquant que ce n'est pas de sa faute déjà, en extirpant la culpabilité de son vécu, parce que c'est une malade qui n'est elle-même qui n'est pas en accord avec ce qui lui arrive. Voilà. Et en l'autorisant aussi à avoir mal, à ne pas aller à l'école, à ne pas aller travailler, à s'autoriser des moments où elle peut rester chez elle. Voilà. Dans le couple, c'est une autre histoire parce qu'on est deux à vivre l'endométriose avec son conjoint qui avec sa collaboration massive pourrait aider cette femme à mieux vivre avec ça. C'est-à-dire que le mari, et surtout lors des rapports intimes, pourrait vivre ça comme un rejet de la part de sa femme qui pourrait être atteinte de vaginisme secondaire, qui est une contraction du muscle vaginal. Oui. Donc, pendant et après les rapports, cette femme pourrait avoir très mal. Le mari qui voit sa femme comme un corps biologique uniquement, avec ses a priori, ne pourrait pas accueillir ça à bon escient, c'est-à-dire que il va craquer à un moment donné. C'est pas tous les maris qui sont des monstres ou quoi, mais les maris pourraient avoir une réaction aussi très agressive vis-à-vis de leur femme. Ça peut être une simple incompréhension jusqu'au conflit permanent menant à des déchirures familiales. Oui. Voilà. Donc, ajouter à ça toute l'agressivité que la femme peut déclencher, les sautes d'humeur dues au changement ou au traitement hormonaux, les alternances entre boulimie et anorexie, ce qui peut entraîner aussi des modifications dans son corps, c'est-à-dire que son corps pourrait gonfler à un moment vraiment à des dimensions qui ne lui ressemblaient pas auparavant et après maigrir. Le mari aussi, dans sa perception visuelle, pourrait ne pas accepter ça. Justement, Madame Bouchaïr, d'où l'importance de prendre en charge déjà la femme elle-même et aussi par la suite le mari et à la fin, on aura une thérapie de couple, c'est ça, c'est ce qui est recommandé. On pourrait recevoir le mari pour qu'il vienne déposer son vécu lui aussi. Oui. C'est-à-dire 1 ou 2 séances pourraient suffire à lui expliquer. Parce que le mari, lorsqu'il entend ça de la part de médecins ou de psychologues, de personnes qui portent la blouse blanche, qui connaissent ce que c'est que la douleur avec son protocole, etc., ça pourrait neutraliser un peu son aperçu. Voilà. Oui. Après, dans certaines situations, une psychothérapie à long terme pour le couple est nécessaire avec l'accord et surtout l'investissement des deux protagonistes. Tout à fait, avec un accompagnement des personnels de la santé. La gynécologue, elle peut aussi soulager les douleurs, donner des conseils, des techniques pour améliorer justement cette vie intime qui peut être touchée ou impactée par l'endométriose. Donc, justement, docteur Bousnan, aujourd'hui, il existe des traitements pour cette maladie. Donc, quels sont les principaux traitements de l'endométriose? D'accord. Donc, les traitements de l'endométriose sont principalement des traitements hormonaux.
Oui. Donc, c'est la pilule ostroprogestative en premier lieu. Elle est prescrite en première position. Donc, en fait, c'est quoi? C'est pour bloquer cette sécrétion hormonale et arrêter ces règles. Donc, c'est une pilule ostroprogestative en continu. En deuxième lieu, c'est une pilule progestative. Actuellement, il existe sur le marché des molécules spécialement pour l'endométriose. Après le traitement hormonal contraceptif, si on veut l'appeler comme ça, il y a les traitements, les analogues ou bien les antagonistes et les analogues de la GnRH, Oui. qui sont des traitements qui provoquent une ménopause artificielle. Oui. Donc, on ajoute à ces traitements des pilules ostroprogestatives, de l'ostrogène, ou bien de l'ostrogène. Oui. Pardon. Après, pour lutter contre cette ménopause artificielle, qui peut donner des complications telles que l'ostéoporose et des complications vasculaires. Oui. Et il y a aussi des molécules vraiment très récentes. C'est un comprimé, c'est un traitement oral qui combine et ce mécanisme d'action de ménopause artificielle et aussi de ce qu'on appelle l'AD-thérapie, Oui. qui est un oestrogène. Voilà. Très bien. Donc, ces traitements médicamenteux peuvent aider Voilà. à soulager la patiente, surtout par rapport... Et bien sûr, il y a des traitements non médicamenteux. Tout à fait. Donc, On il y a peut une prise en proposer. charge pluridisciplinaire. Voilà, Il y a c'est ça. les médicaments, l'état psychologique qui est pris en charge. Oui. Il y a aussi la pratique de l'activité sportive. Il y a Oui, aussi- l'activité physique, elle est très importante. Tout à fait. Il y a aussi l'alimentation anti-inflammatoire. L'alimentation anti-inflammatoire, Donc, oui. justement, docteur Talmat, par rapport à cette alimentation, quels sont les aliments qui sont recommandés pour aider la patiente à mieux vivre avec l'endométriose? Alors, oui, ça peut aider. Il faut savoir que l'endométriose, il y a quand même une entité inflammatoire qui est là. Alors, de ce fait, tout ce qui peut diminuer l'inflammation peut vraiment nous aider. On va proposer aux patientes un régime riche en légumes et en fruits. Aussi, on va proposer un régime aussi des aliments riches en oméga 3. On va retrouver ça au niveau du poisson ou les noix, ou même les compléments alimentaires, une bonne hydratation. Aussi, à l'inverse, on va éviter tout ce qui est aliments ultra transformés ou l'excès de sucre ou même des aliments riches en gras saturés. Il faut savoir que ce n'est pas un régime miracle, mais quand même, ça peut atténuer certains symptômes et aussi, ça peut aider certaines femmes. Voilà. Sans oublier l'hygiène de vie. Voilà, Oui. comme ma collègue en a parlé, quand même l'hygiène de vie c'est essentiel parce que pratiquer une activité physique régulière, même un sommeil de qualité et aussi Réduction du stress aussi. exactement la gestion du stress parce que c'est majoré en fait le stress majore énormément la douleur. Notre but c'est pas de culpabiliser la patiente, Oui. mais plutôt essayer de lui donner des outils pour pouvoir vivre avec la maladie. Tout à fait. Donc, c'est des conseils pour aider la malade Voilà. à gérer aussi la douleur, la maladie et vivre mieux avec l'endométriose. Donc, Madame Bouchahir, comment déjà lutter contre l'isolement ou cette sensation qu'elle va ressentir la femme, donc elle se sent seule face à cette maladie? En créant des groupes de parole, en créant des ateliers pour femmes, en invitant cette patiente à parler lorsqu'elle est prête et uniquement quand elle est prête, parce que certaines patientes refusent d'en parler, ce qui est légitime. Il y a certaines patientes qui viennent voir le médecin pour se faire traiter et partir. C'est-à-dire qu'il faut respecter son rythme. Mais aussi et surtout d'éviter toutes sortes de stress supplémentaires liés à la maladie ou à d'autres événements de sa vie. C'est-à-dire s'entourer de personnes qui pourraient lui apporter non pas forcément de la joie, mais à se détendre. Oui. Voilà. Et éviter tous les réseaux sociaux qui ne parlent
que d'endométriose parce que ça ne sert à rien. Maintenant, le diagnostic est tombé, il faut chercher la solution. Voilà. Au sein de son couple, il faut essayer d'être comprise, mais aussi de comprendre l'autre pour aller dans un cheminement ensemble. Tout à fait. Voilà. Et lors des séances de psychothérapie, parce que je reçois énormément de femmes de garde malades qui, à cause de la durée de l'hospitalisation avec leurs enfants, souffrent parfois de règles très douloureuses ou qui ont déjà l'endométriose. Donc, on va l'aider à se réapproprier son histoire pour essayer d'installer un sentiment sécure par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire que pour ne plus vivre dans la peur et dans le rejet. Voilà. Tout à fait. Donc, à côté de cette prise en charge psychologique, l'hygiène de vie et aussi les traitements médicamenteux, il y a d'autres traitements qui sont un peu plus lourds, qui est la chirurgie. Et docteur Bousnan, donc, à quel moment est-elle nécessaire, cette chirurgie? Donc la chirurgie, déjà j'explique c'est quoi la chirurgie de l'endométriose, c'est d'aller faire l'exérèse de toutes ces lésions endométriosiques. Donc soit dans le cas de la douleur, c'est la douleur, elle répond plus au traitement, donc on est obligé d'intervenir et faire un traitement chirurgical, sinon en cas d'infertilité aussi. Donc chez certaines femmes, pas toutes les femmes bien sûr, certaines femmes infertiles qui souffrent d'endométriose, on peut proposer cette chirurgie pour améliorer le pronostic de sa fertilité. Tout à fait. Donc, justement, ces traitements, ils sont tous là pour aider la patiente. Donc, le traitement chirurgical n'est pas tout le temps indiqué, mais quand il est indiqué, il va aider vraiment la symptomatologie chez cette patiente. Donc, on arrive maintenant à la chronique de Dr Abdelmoumen Sarah. C'est à vous. Moi, je vais parler de nouveautés. Notre gynéco déjà a mis quelques nouveautés en avant. Alors, depuis longtemps, le diagnostic d'endométriose prenait des années et il était basé sur la chirurgie. Maintenant, récemment, on devient de plus en plus non invasif et on fait le diagnostic par la clinique. Donc, du coup, les avancées seront par rapport au diagnostic et au traitement. Le diagnostic, on retrouve de plus en plus de tests innovants qui vont faire le diagnostic. Quand vous avez parlé du test salivaire, et on a aussi l'endotest qui est basé sur des biomarqueurs pour faire le diagnostic d'une façon plus précoce, mais surtout non invasive, sans passer par la chirurgie. En parallèle aussi, l'imagerie évolue de son côté. On a l'IRM spécifique pour trouver des lésions de plus en plus petites et aussi l'échographe expert doté d'intelligence artificielle. L'objectif, elle est claire, éviter l'errance et surtout poser des diagnostics plus précoces. C'est le but de l'évolution par rapport au diagnostic. Oui. Quant au traitement, on passe d'un processus standardisé pour toutes les femmes à une approche personnalisée pour chaque femme, surtout par leur projet de grossesse. Chaque traitement est différent. Donc on va utiliser certains traitements pour une femme et d'autres pour une autre, parce que chaque femme est différente et ses projets sont différents. Il y a des traitements hormonaux qui vont être introduits pour, comme on l'a dit, bloquer la pathologie ou plutôt mettre la maladie au repos. Comme chez d'autres personnes, nous allons traiter juste la douleur au quotidien pour qu'elle puisse vivre sereinement. Mais surtout, c'est que la nouveauté, c'est que c'est vraiment personnalisé en suivant le projet de grossesse de chaque femme. Parce qu'il faut savoir qu'on ne traite pas juste la douleur, on va préserver une fertilité, diminuer la douleur, mais surtout et avant tout, donner à chaque femme l'espoir de vivre pleinement. Tout à fait, avec justement l'espoir de vivre sa fertilité, de vivre sans douleur aussi, et aussi donc d'être comprise, parce que c'est très très important. Ces femmes-là, ce qui fait un retard diagnostique, c'est généralement des femmes qui ne sont pas comprises, qui sont prises pour des femmes hypochondriaques. Voilà. Donc, c'est des femmes hypochondriaques, ça veut dire qu'elles simulent la maladie. Et non, l'endométriose, c'est une vraie maladie gynécologique, inflammatoire, chronique et qui donne des douleurs, malheureusement, mal comprises par beaucoup de personnes. Alors, avant de passer aux questions des téléspectateurs, donc, docteur Bousnan, je voudrais seulement savoir, est-ce qu'on peut guérir d'endométriose ou il s'agit d'une maladie à vie? Malheureusement, non.
c'est une maladie incurable. Donc, même les solutions, c'est des solutions symptomatiques et ce n'est pas un traitement curatif. Oui. Donc, la malade, elle est porteuse de cette endométriose de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Oui. Voilà. Donc, elle doit se faire suivre pour justement avoir une meilleure qualité de vie. Alors, par rapport aux questions des téléspectateurs, vous nous avez laissé quelques questions et docteur Talmat, donc une des questions c'était est-ce que l'endométriose évolue forcément avec le temps ou peut-on rester stable? Alors non, l'endométriose n'est pas forcément évolutive. Elle peut rester stable et sans symptômes, mais comme elle peut progresser. En fait, c'est pas le temps qui décide, mais plutôt c'est le corps à chacune. Tout à fait. Donc, c'est chaque femme, elle va. Il n'y a pas de corrélation entre déjà les lésions et les symptômes. Exactement. Donc, il y a des femmes qui ont des lésions très importantes et elles sont asymptomatiques. Voilà. Donc, c'est une maladie. C'est le temps qui va montrer l'évolution de cette pathologie. Est-ce qu'elle va rester stable ou elle va encore évoluer? Alors, il y a une autre question donc, des téléspectateurs qui nous a été laissée, Madame Bouchaïr. Donc, des conseils pour gérer sa vie intime et, avec l'endométriose sans créer de tension dans le couple. Donc, je conseille surtout les maris de sortir de leurs a priori et de leurs préjugés par rapport à leurs femmes, en les aidant à dépasser toutes les étapes du deuil, le déni, la colère, la dépression, etc. Parce que le mari, pour pouvoir aider et soutenir son épouse, doit accepter sa maladie, c'est-à-dire se débarrasser du corps imagé, fantasmé de son épouse à un corps non pas en défaillance, mais à un corps de cette dernière qui pourrait souffrir de temps en temps. Oui. Donc, pour qu'il soit là, à être réceptif à sa douleur, à l'accompagner dans la mesure du possible, lors des visites médicales ou lors des visites afin d'avoir un enfant. Donc, c'est ça la thérapie. D'où l'importance de la thérapie du couple. La thérapie du couple, mais à condition que les deux s'investissent dans cette thérapie. C'est pas venir assister et entendre le médecin parler pour dire oui, je suis là, et après ça change quoi? De toute façon, t'es une loque, parce qu'il y a des femmes qui ont déjà entendu ça, et c'est une valeur surajoutée à leur douleur quotidienne. Voilà. Donc le psychologue, il va accompagner déjà les deux pour mieux vivre cette vie intime sans conflit, qu'il y ait une compréhension de la communication et prendre les deux, l'homme et la femme, parce que le mari et sa femme, parce que lui aussi, il a besoin d'un suivi, parce que c'est un choc pour lui aussi. Oui, on ne peut pas blâmer le mari, on peut même le prendre en individuel, parce que la thérapie de couple, c'est prendre les deux, l'époux et son épouse, mais aussi de prendre son mari pour parler de ce qu'il ressent lui par rapport à ça au quotidien. Et même avec les enfants, une maman qui a des douleurs liées à l'endométriose et qu'elle a une jeune fille à la maison, il pourrait y avoir aussi des identifications. Donc, c'est une souffrance générée tout au sein de la famille. Tout à fait. Voilà. Donc le mari est un pilier pour affronter tout ça. Tout à fait. Donc, c'est les deux, on va dire, le couple, il va faire face à cette maladie. Ils sont là, soudés tous les deux contre cette maladie. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, il doit accompagner sa femme. Il doit comprendre déjà cette maladie. En tant que personnel de la santé, on essaye toujours d'expliquer, de faire comprendre à ce mari cette maladie, comment il peut aider sa femme pour justement mieux vivre avec l'endométriose. Il faut qu'il comprenne que son épouse, c'est une femme avec son corps, mais c'est aussi une entité avec une identité personnelle, une personnalité, un vécu, des espoirs aussi. Donc, quand il va voir sa femme, non pas comme quelque chose d'uniquement réel et de matérialisé, à ce moment-là, on peut dire que quelque chose a été entamé. Tout à fait. Alors, il y a une autre question qui nous a été laissée par les téléspectateurs. Donc, pour vous, docteur Bousnan, est-ce que y a-t-il un risque de transmission à sa fille de l'endométriose? En fait, on ne parle pas de transmission génétique directe comme pour certaines maladies, mais Oui. on parle plutôt d'un sur-risque. Autrement dit, la fille, elle peut hériter une prédisposition
à l'endométriose, mais pas la maladie elle-même, parce que c'est une maladie multifactorielle. Oui, Voilà. donc il ne suffit pas d'un seul facteur pour avoir l'endométriose, Ouais. c'est plusieurs facteurs. Il y a la génétique, il y a L'environnement, notamment cette piste de déstabilisation du microbiote intestinal Voilà. qui donne cet état inflammatoire dans le corps. Donc il y a plusieurs hypothèses, mais la cause réelle n'est pas encore identifiée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc merci Dr Talmat pour votre participation avec nous aujourd'hui. Un dernier conseil ou une dernière information, un dernier message d'espoir? Oui, alors je voudrais dire, enfin mon message il est simple, la douleur n'est pas normale, les règles ne sont pas synonymes de souffrance, il faut aller consulter au moindre doute, ça améliore vraiment la qualité de vie des patientes. Merci pour toutes les explications que vous avez apportées aujourd'hui. Alors Madame Bouchahir, merci à vous aussi pour toutes les informations. Donc merci. Et est-ce que vous avez un dernier message pour ces patientes, pour le couple aussi? D'essayer de garder une attitude positive d'abord, parce qu'on attire le positif, et surtout, même si c'est pas très réalisable, de croire en la guérison, parce que la pensée agit directement sur le corps et même sur la douleur. Je peux même indiquer des exercices de yoga, de méditation, de sophrologie ou autres à faire même chez soi. En groupe, c'est meilleur, mais à faire même chez soi ou en couple, ça peut vraiment aider à surmonter, à voir les choses autrement. Tout à fait, donc à se détendre, à mieux vivre avec la maladie. Merci pour votre participation. Aussi, docteur Bousnan, donc merci pour tous les éclaircissements que vous avez apportés aujourd'hui. Donc, un dernier message pour les patientes, pour ne pas banaliser les douleurs? Oui, justement, il faut consulter et il ne faut pas souffrir en silence. Il faut aller voir un personnel de la santé. On peut vous aider. Il y a plusieurs solutions. Donc, pour déjà améliorer la qualité de vie et ralentir l'évolution de la pathologie. Et surtout aussi par rapport à la fertilité. Oui, bien donc, sûr. Il vaut mieux diagnostiquer les choses précocement. Exactement. Comme ça, il y aura un meilleur pronostic par rapport à ça. Oui. Donc, docteur Abdelmoumen Sarah, merci. Merci à toi. Moi, je voudrais dire à nos patientes, la douleur, c'est vrai qu'elle est subjective. Et il n'y a que vous aucune de nous ne ressent votre douleur. Chaque personne ressent sa douleur d'une manière unique. Donc, ne banalisez pas votre douleur et prenez-vous en charge parce qu'on est là pour vous et n'hésitez pas à consulter. Surtout, une prise en charge globale, pas juste la douleur, d'accord? La nutrition, c'est une hygiène de vie. Donc, diminuer votre douleur ne consiste pas à prendre juste des traitements. Prenez-vous en charge. Activité physique, une bonne alimentation, comme nous l'a dit docteur. Et surtout, c'est holistique. Comme l'a dit notre psychologue, la prise en charge psychologique a toute sa place. Des moments pour vous. Moi, à l'hôpital, on fait de la médecine chinoise, on fait la psychologue. Donc, c'est une prise en charge globale pour avoir une qualité de vie adéquate et à la hauteur de vos attentes. Merci, docteur Abdelmoumen Sarah. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Donc, l'endométriose n'est pas qu'une douleur, il s'agit d'une réalité complexe, souvent silencieuse, mais qui mérite d'être entendue. Et non, la douleur n'est pas normale. Il faut consulter et surtout, aucune femme ne doit rester seule face à cette maladie. Donc, écouter, diagnostiquer, accompagner, c'est déjà soigner. On arrive à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de votre santé et à bientôt.